Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue dans votre émission Pendant 20h. Comme toujours, les sujets abordés ont été riches et variés. Nous avons notamment reçu les journalistes Isabelle Lucione et Djazé Poggiol pour la semaine de la presse. Doria Houssé et Paul Turkin-Nourial sont venus nous parler de Piero et Riucata. Et n'oubliez pas le trio de choc Jackie Poggiol, Pierre-Antoine Béret et Dominique Lansalavi qui nous sont venus nous parler de documentaire. Et Laurent Bokoskine nous parlera de son album Mélodisme. On regarde ? C'est parti. Allez. Isabelle Lucione, Djazé Poggiol, bonsoir. 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 Et merci d'avoir accepté notre invitation. Isabelle, je le rappelle, vous êtes journaliste au sein de la rédaction de Corse Matin. Djazé Poggiol, vous, rédacteur au sein du Pure Player, Corsenet Info. Et Julien Lebaille-Bertouche, bonsoir. Vous êtes Caroline. notre jeune du soir. C'est ça, oui. Mais vous êtes également et surtout élève en terminale ES au lycée Fesch. Oui, c'est Fesch, c'est ça. D'Ajaccio. Et on commence avec vous. Quelle est votre définition de l'information, Julien ? Alors pour moi, une information, c'est vrai que bon, voilà, j'ai 17 ans, je suis en terminale. L'information pour moi, je pense pour ma génération, c'est quelque chose qui est un peu démocratisé. Je pense que nous, maintenant, on a l'habitude d'avoir de l'information de partout et tout le temps, que ce soit sur Internet ou même à la télé ou dans les journaux, même si c'est pas ce qu'on privilégie à mon âge. Mais voilà, c'est un peu... ça vient de partout, je pense, l'information. Et après, il faut savoir la traiter, voilà. Alors l'information, la définition communément admise, c'est qu'une information présente un intérêt pour le public, qu'elle est factuelle et surtout qu'elle est vérifiée. Voilà. Alors quels sont plutôt les médias et les supports que vous privilégiez pour vous informer ? Alors moi, comme j'ai dit, la plupart du temps, c'est Internet. Et pas forcément les sites Internet qui sont spécialisés dans l'information, mais plus sur les réseaux sociaux, ou par exemple Twitter, où l'information arrive à nous. Voilà, c'est plus ce genre de choses. Après, oui, je regarde de temps en temps les journaux à la télé, voilà, ce genre de choses. Alors, on reviendra sur les réseaux sociaux. Isabelle Djazé, une récente étude menée par VIA Voice dans le cadre des Assises internationales du journalisme révèle que 9 Français sur 10 pensent que la profession de journaliste est utile. Est-ce que ça vous rassure, Isabelle ? Je ne sais pas si ça me rassure, mais c'est quand même important de penser que c'est un métier de professionnel et que ça n'est pas parce qu'on se balade dans la rue avec son smartphone qu'on devient un photographe de presse et ça n'est pas parce qu'on a écrit 3 phrases sur Facebook avec 2 fautes d'orthographe par mot qu'on est un journaliste. Voilà, l'information, c'est quelque chose qui doit être vérifié plusieurs fois. Nous, on a coutume de dire qu'il faut 3 sources concordantes pour qu'il y ait une information vérifiée. Il en faut au moins 2. C'est-à-dire que tant qu'on est au stade de quelqu'un m'a dit, que quelqu'un lui a dit, que quelqu'un lui a dit, c'est pas une information, c'est une rumeur. Et une rumeur, il n'y a rien de pire, notamment dans une société fermée, mais dans le sens géographique tel que la nôtre. Ça peut amener même jusqu'à des choses très dramatiques sur la vie des gens, quoi. Je vous propose de parler de Spotlight pour une autre émission. En revanche, je veux bien vous entendre sur les sondages. Bah, je me demande quel intérêt de demander à des gens si les journalistes sont utiles. C'est comme pour les enseignants d'ailleurs. Les enseignants sont-ils utiles ou pas ? Enfin, C'était une question qui faisait partie d'une grande enquête. Pas forcément, parce qu'on a assisté, on assiste encore à du journalisme qu'on appelle le journaliste bashing. Donc est-ce que, au final, si c'est une profession qu'on adore détester, on peut se poser la question de savoir si les Français trouvent qu'elle est encore utile. Non, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, on peut faire un sondage, il y aura le résultat inverse dans un mois. J'ai les sondages pour ce que ça vaut. Bon, c'est pas. Enfin, ça me paraît un peu. Moi, on se pose beaucoup de questions sur la presse. Moi, je vois ce qui se passe, par exemple, en ce moment en Turquie. Là, on a vraiment un pays où la presse est rondement malmenée. Donc, c'est pas. Voilà, c'est tout. Utile, pas utile, la presse est toujours utile. C'est une porte ouverte. Voilà, c'est pour moi. Mais c'est vrai qu'elle est utile, mais c'est une question qu'on se pose à notre époque, parce qu'à l'époque, je veux dire, il y avait que les journalistes. Maintenant, justement, avec Internet et tout, tout le monde peut penser être journaliste. Les vrais journalistes peuvent être décrédibilisés. Du coup, c'est là, à mon avis, c'est à ce moment-là que cette question se pose. Pardon.
Faites gaffe, Xavier. Julien va prendre votre place. C'est juste, moi je voudrais rajouter, c'est juste un gage de démocratie en fait. Bien sûr. C'est-à-dire que... La presse. La presse. Pas la question. Non, la presse. La presse, c'est juste un gage de démocratie. C'est-à-dire que là où on estime que les journalistes ne sont pas utiles, ben, on sait très bien ce que c'est comme régime, quoi. Mais de toute façon, la question ne se pose pas. En Turquie, on ne demande pas aux gens si c'est utile ou pas, parce qu'on l'interdit quand même. C'est la Corée du Nord, c'est la Turquie, c'est la Russie de Poutine, quoi. C'est clair, hein. Voilà. Oui, mais c'est très intéressant parce que bon, je n'ai pas pu répondre tout à l'heure aux fake news et à Emmanuel Macron, mais je trouve que ce projet de loi c'est complètement démago. Et c'est intéressant aussi parce qu'on a une image en France de la presse comme intouchable, comme noble, mais enfin, je crois que c'est l'an dernier, Reporters sans frontières sortait une étude où la France elle arrivait au 40e rang mondial de la liberté de la presse, bien loin derrière nombre de pays européens, mais même des pays africains, même des pays sous-développement. Donc ça montre aussi les limites de la chose. Moi je pense qu'une loi, parce que j'ai pas pu en parler, ça m'énervait. Une loi anti-fake news, ça veut tout dire rien dire, c'est complètement démago. Et puis en campagne électorale, en plus, en ciblant les campagnes électorales, nous on est journalistes, on le sait, souvent on a des dossiers des dossiers qui sont grands comme ça à étudier, et c'est compliqué, c'est la partie compliquée du métier. Et je me demande qui c'est qui va aller rechercher excusez-moi, je vais dire un gros mot, mais les conneries de campagne des uns et des autres en période électorale. Bonsoir Marion. Bonsoir. Doria Houssé, Paul Tourki-Douriani, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et félicitations, puisque votre campagne de financement participatif a été couronnée de succès. Donc Pirou et Rioucad partiront bien à la recherche de la corne sacrée volée par le vil Charançon. C'est bien ça. C'est à peu près bien résumé, oui, c'est ça. Alors, Paul, oui. Vous qui en êtes l'auteur de ce conte pour enfants, dites-nous en plus. Alors, en fait, bon, effectivement, il y avait cette campagne de pré-vente plus que de crowdfunding qui s'est couronnée de succès. Et donc, on est passé à la phase de production. Et pour remonter à l'origine du projet, il y avait effectivement la volonté de raconter une histoire, comme on le raconte aux enfants le soir, de la faire 100% en langue corse, c'est-à-dire d'éviter le bilinguisme parce que on considère qu'on est dans une période où il faut passer à la vitesse supérieure au niveau de l'apprentissage de la langue. Et tout ça avec un peu aussi quand même parfois du second degré, un peu d'humour, de modernité on dira, et aussi de manière multimodale, puisque c'est à la fois un livre, un CD avec un certain nombre de doubleurs, avec beaucoup de voix connues, et aussi une application pour mobile et tablette. Alors sur l'histoire. Oui. Alors, l'histoire effectivement c'est une souris qui est envoyée par un habitant de son village qui est le Mago, qui est doublé par Frédéric Anton-Pietri, sur les traces d'un objet sacré qui a été volé par le Pinsatio, qui est le Charançon. Et dans son aventure, dès le début de son aventure, elle va croiser la route de l'ours qui va lui prêter main forte. Et donc ils vont aller au travers d'une espèce de parcours semi-initiatique sur les traces à la fois de la culture et aussi du patrimoine, et toujours à la recherche de cet objet qui a été volé. Doria, vous interprétez le rôle de la petite souris. Oui, alors racontez-nous, dites-nous en plus sur ce personnage. La petite souris, déjà, elle descend du village en fait. Elle n'a jamais quitté son village. Et pour la première fois, donc, elle a cette mission. On lui donne cette mission et donc elle doit descendre en ville. Là, ça va être un petit peu compliqué pour elle parce qu'on connaît bien le contraste entre la ville et les villages, surtout aujourd'hui, des villages dépeuplés. Donc voilà. Mais avec l'ours, bon, ils ont pas mal de choses à faire et ils vont rencontrer pas mal de personnages très sympathiques. Et voilà. Donc on ne raconte pas la fin, puisque évidemment il faut l'écouter. Non, évidemment. En revanche, je vous propose de regarder un petit extrait du livre. Cullando a pei be strada antiga io astia, da Lubino passando bei diasi abbandonati di a vecchia città, subraneggiano uordi in mare e passano non ai budiali. Mertiando facendo più furia che mittura. Anche se l'orso si lagna assai, e lo con è tanta bezza a mertia. Io cara, mi vuole mi caputa appena. Mi sentono i piedi, me. Ma perdi un cervello, mo caro Biro. Non date a pensarci, mi viene un capigiro. Alors, les illustrations sont signées Fabien Mariani, c'est ça? C'est ça, qui est aussi à l'heure actuelle sur le développement de son jeu vidéo, qui est le premier jeu vidéo en langue corse, Winterfall, qu'on peut retrouver aussi sur Internet, sur les réseaux sociaux, et qui aura sa version bêta pour le mois de mars.
Ensuite, pour la musique, c'est le collectif Corsica Sound qui a prêté ses instruments et son talent au service de notre livre. Et voilà, après j'ai écrit l'histoire, Doria a assuré la direction artistique de tout le projet. Et bon an, mal an, on a réussi à avoir un beau bébé, on dira. Plutôt Bonan. Bonan, ouais, c'est clair. Alors, Piero et Ryuka vont rencontrer toute une galerie de personnages, incarnés alors par... Alors, il y a Hubert Tempête, qui fait la belette. Il y a Louis Franceschi, qui est la mouvre. Il y a le Pinsaccio, le méchant Pinsaccio, c'est Andio Lumari. On a aussi qui, Sonat Allemand? Et on a Jean Prounette, Jean-Charles Marcy. Jean Prounette qui joue le coq, qui est un des sbires du Pinsaccio, du Charançon. Alors moi, j'aimerais juste pour une petite dédicace à Jean Prounette, quelques mots sur ce personnage. Sur le coq. Ouais. Alors déjà, le doublage extraordinaire. Le doublage a été extraordinaire. C'est un de nos préférés d'ailleurs. Dans le studio, on a eu beaucoup de mal à garder notre sérieux parce que Jean, je crois qu'il a tout donné. Je pense qu'il a trouvé sa nouvelle voix. Voilà, il va arrêter de commenter les matchs du Sporting et de faire le journaliste, il va faire doubleur de coq. Génial. Et le personnage, c'est tout ce que peut inspirer un coq. C'est-à-dire c'est un oiseau. Voilà, il est un peu prétentieux, arrogant, malgré tout un peu peureux, lâche, et qui essaie de jouer des coups tordus en empêchant les héros justement de suivre la trace du Pinsaccio. Et je crois que Jean, là, il nous a livré une prestation de toute beauté. Digne des Oscars. Ah, largement, au-delà même. D'accord. Et Jean-Charles Marcy, donc, qui double le hibou, et Frédéric Anton-Pietri qui double le magicien, la salamandre. Comment vous les avez choisis, les doubleurs? Alors, on les a choisis, le premier livre se passe sur Bastia, donc on a choisi des voix connues bastiaises, des voix que les gens aiment. Et après, en fonction un petit peu du physique du doubleur, on a choisi l'animal qui... vous allez peut-être vexer quelques-uns de vos doubleurs. D'ailleurs, Paul... Je devais jouer la souris au départ. mais c'est vrai que quand on a commencé à réfléchir à prendre des gens qui sont un peu connus, plus des voix un peu connues aussi, à qui fait de la musique, à qui est à la radio, à qui fait une émission comme Andio Lumari, Minefuto, on a aussi voulu que les personnages qui étaient dans le livre qu'ils allaient doubler possèdent quelques traits caractéristiques. Donc forcément, parfois, la ressemblance est plus ou moins flagrante. Et puis d'autres fois, peut-être un peu moins, comme pour Jean. Allez, et d'ailleurs, Fabien les a dessinés à partir du portrait du doubleur. Donc, souvent, il y a quelques traits. On retrouve quelques traits. Et le but, effectivement, comme le disait Doria, c'est qu'à chaque fois, si bien évidemment celui-ci marche, si le tome 1 marche, à chaque fois, on va découvrir un coin de Corse différent. Et donc, forcément, des gens différents, des voix différentes. Et surtout, ce qui nous intéresse par-dessus tout, une manière de parler différente. Vous êtes tous trois auteurs et réalisateurs de documentaires. Alors la première question, toute simple et premier tour de table, qu'est-ce qui vous a poussé vers ce mode d'expression, cette production si particulière? On commence avec vous, Dominique Lanzalavi. Mais moi, à la base, j'étais journaliste, donc c'est vraiment l'envie d'aller un peu plus loin dans les sujets, d'approfondir les sujets. Je veux dire au départ, parce que quand on est journaliste en télévision, souvent on travaille sur les formats très courts, donc c'est d'abord l'envie d'aller un peu plus dans le fond des choses. On est un peu frustré. Oui, on est un peu frustré, voilà. Et puis, certainement aussi, moi c'est un peu particulier, c'est d'allier ma passion de l'histoire, du patrimoine, et donc d'arriver à montrer ça dans des films. Évidemment, forcément, il me faut un peu de temps pour expliquer l'histoire. Voilà. Jackie Poggiol, même question. Moi, j'ai le même parcours que Dominique. Je suis journaliste, donc j'ai commencé dans la presse écrite. Et quand je suis arrivée à France 3 Corse, ça a été tout de suite pour des magazines de la rédaction, pour des documentaires qui étaient plus courts que ce que j'ai fait aujourd'hui pour Diane. C'était pour des 26 minutes, voire des modules plus courts aussi, des 12 minutes. Donc c'est l'envie effectivement d'aller dans des investigations plus longues que le module Actu, le module JT, qui est entre 1 minute 15, 1 minute 30, qui est un petit peu frustrant quand on veut développer certaines investigations, certains sujets. Donc c'est pour ça que j'ai opté en fait dès le début pour le format du documentaire. Pierre-Antoine. Alors moi, je ne suis pas du tout journaliste. J'ai enseigné longtemps. Puis ensuite, je me suis reformé à la suite d'un ESS en communication. J'ai fait un stage et j'ai atterri dans le bureau de Diane, accueilli par François Diane. Et bon, il y avait Jackie, je ne sais pas si elle était encore, mais elle devait venir plus tard, Paul Philippe, etc. Et qui m'ont dit, tu veux pas essayer, Marie-Pierre Val, essaye un peu de faire... J'ai commencé par des petits sujets. Et puis un jour, j'ai eu l'occasion de faire 26 minutes, et puis après 52 minutes. Et voilà,
ça a été un petit peu, pas un hasard, hein, mais un concours de circonstances qui a fait que c'était pour moi un moyen d'expression qui m'a intéressé. Voilà. Alors justement, en quoi le documentaire raconte les choses différemment ? Moi, déjà, je serais tenté de dire, sans beauté en touche, mais je veux dire, chacun a sa vision du documentaire. Je pense qu'un journaliste, enfin, ils le diront mieux que moi, hein, va avoir une approche particulière, et quelqu'un qui est plus, je dirais, qui se considère plus comme auteur, entre guillemets, va avoir une espèce d'interprétation, je dirais, créative du réel. Je crois que d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a nommé le documentaire comme ça, une interprétation de la créativité, une interprétation créative du réel. Parce que finalement, on part de faits, mais en tant qu'auteur, moi je n'ai pas la rigueur du journaliste et je ne vais pas aller vers les faits précisément. Je vais faire une approche, c'est une espèce d'instantané, je vais prendre une photo, un témoignage. À partir de là, sur un thème, moi en particulier, c'est un peu plus ces portraits que j'aime bien. Donc à partir d'un personnage ou d'un ensemble de personnages, eh bien, on va essayer de les évoquer, mais un peu avec mon prisme personnel en fait. Voilà. Pour les journalistes que vous êtes. Non, mais c'est vrai que là, pour le coup, on n'est plus journaliste. Enfin, moi, en tout cas, je ne suis pas forcément un journaliste. Je le suis dans la volonté, parce que je suis formaté comme ça, non seulement en tant que journaliste à la base, mais aussi d'historien de formation, de valider mes informations, de faire attention à ce que je dis. Mais par contre, dans nos films, on a un espace pour la subjectivité. Je dirais, c'est là où on quitte un peu l'habit du journaliste, on donne notre avis dans l'écriture, on peut s'investir personnellement. Avec le sujet, la distance se réduit avec le sujet ? C'est le sujet déjà qui nous touche, on les choisit, on travaille 1 an, parfois 2 ans sur un sujet, hein, c'est un peu comme au cinéma, pour le coup, c'est du long terme, il faut vraiment être passionné par son sujet pour s'investir dans un film. Hein. Et qu'est-ce qui fait qu'un sujet est bon, Jackie Poggioli ? Je pense que n'importe quel sujet peut être bon à partir du moment où il est bien traité. Hein. C'est plutôt le traitement qui fait la différence. Maintenant, on peut effectivement être plus intéressé par des sujets d'actualité, par des thèmes aussi de société qui touchent vraiment particulièrement donc le public et qui nous touche aussi. Donc ça dépend. Moi, je pense que c'est très subjectif là aussi. Hein. Et l'intérêt du documentaire, c'est qu'effectivement, on peut choisir des modes narratifs différents. On peut avoir une appréhension donc du sujet différente de celle qu'on aurait pour le journal télévisé, si on travaillait dans le cadre seulement du journal télévisé. Alors, vos documentaires sont diffusés sur France 3 Corse via CEL, entre autres. Mais alors, comment ça se passe? Est-ce que ce sont des commandes? Est-ce que vous arrivez avec des propositions? C'est de la coproduction. Expliquez-nous un petit peu tout ça. Qui commence? Pierre-Antoine. Moi, je vais bien expliquer pour mon cas, puisque moi, ce n'est pas mon activité principale. Hein. En fait, on a une idée, on a cette chance-là d'avoir une idée de sujet à traiter, de documentaire, de projet qui nous intéresse. Et puis après, on va le proposer à la chaîne locale et puis à un producteur qui est partant pour éventuellement produire le sujet, si ça intéresse la chaîne et le producteur. Voilà. Et là, c'est un long combat, mais je vais laisser parler Dominique, parce qu'en tant que producteur, il a plus l'habitude que moi aussi. Non, mais les sujets, c'est nous qui les proposons. Hein. Ce n'est pas des commandes. Quand je vous dis, on va s'investir des mois, voire des années sur un sujet, donc ça peut venir que de nous. On en a souvent beaucoup en tête, d'ailleurs, et on se bat pour les faire passer. Mais il faut préciser quand même là, et c'est pas de la flagornerie, qu'on a la chance d'avoir France 3 Corse via CEL, qui est quand même une chaîne de plein exercice, avec, je crois, 40 à 50 documentaires par an. C'est quelque chose de très rare au niveau national. Hein. Donc, qui accorde une large place aux documentaires. Voilà. Même au niveau national, les gens sont obligés de se battre pour que les films ne passent pas à 1h du matin. Et ici, on a des documentaires qui sont très très bien exposés, et avec quand même une ligne éditoriale, je veux dire, qui permet de proposer des choses très larges, et parfois très larges dans le sens des sujets, et très pointues dans la qualité. Et ça, je pense que vraiment, je ne sais pas si tout le monde s'en rend compte en Corse, mais c'est une vraie chance. Laurent Bruschini, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Merci beaucoup. Alors, vous nous présentez ce soir votre 4e opus. Oui. Donc, Mélodisme. Tout à fait. 9 titres, 2 reprises de la chanson, des standards. Des standards, effectivement. Corse, mais pas que. Mais pas que. La preuve, on écoute quelques notes. Alors, je pense que tout le monde aura reconnu. Je crois que c'était une nouveauté, même pas. N'est-ce pas? Parlez-nous de ce choix, Parla più piano.
C'est un titre qui parle à tout le monde, et par la musique, et par le film. Le Parrain, on le rappelle quand même. Oui, c'est un titre qui avait été chanté à l'époque par Gianni Morandi, et qui avait été repris dans bien des langues. Il y a eu plusieurs versions, notamment celle de Tino Rossi, Dalida, qui portait le titre. C'était une adaptation en français, par le plus bas. Donc c'est une chanson que j'ai souvent entendue, que je ne chantais pas auparavant, et puis voilà, ça a été l'occasion de la mettre sur cet album. Une chanson qui me plaît effectivement beaucoup. Ouais. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous lancer dans l'exercice de la reprise? En fait, j'avais fait déjà 3 albums de création essentiellement, et j'avais en tête pour ce 4e album de m'attaquer à la reprise. C'est un exercice très difficile, contrairement à ce qu'on peut croire. Oui, c'est risqué. C'est risqué puisqu'on s'attaque à des titres comme je l'ai fait qui sont des références. Ce sont des monuments de la chanson internationale. Et donc il y a effectivement un risque, mais je voulais le faire de la manière la plus sincère qui soit, en apportant ma manière de concevoir le chant et en restant fidèle à l'original pour ne pas trahir l'idée de départ. Alors comment vous les avez sélectionnés, ces titres? C'est des chansons ou des chants que j'écoutais en étant enfant ou dans l'adolescence. Donc vous êtes lié à évidemment, de manière personnelle. Il y a un lien affectif avec ces chansons, pour la plupart. Et puis il y a aussi l'esthétique de ces morceaux qui est très forte. C'est aussi la mélodie, puisque le titre de l'album, Mélodisme. Oui, je voulais un titre en français pour qu'on me pose la question pourquoi un titre en français. Et puis aussi, voilà, mélodisme, la définition de mélodisme, c'est soin particulier apporté à la mélodie. Donc je pense que ces titres, de par eux-mêmes, sont déjà très forts en termes de mélodie. Et puis de mon côté, avec mon équipe, je voulais travailler là-dessus et apporter moi aussi mon idée de la mélodie. Voilà. Là, on entend les premières notes. Oui. Au Mio Mouline. Au Mio Mouline, oui. Alors, racontez-nous votre histoire avec cette chanson. C'est une chanson que j'ai... je suis pas très vieux, mais de par mon âge, je l'ai entendu très souvent étant... Dominique Marfise, je le rappelle. Dominique Marfise, ouais. Chantée par le grand Charles Roch. Et c'est une chanson que j'entendais à la maison, en voiture. Donc évidemment, ça m'évoque beaucoup de souvenirs. Et puis, je l'ai chantée... il y a pas mal de temps, je la chantais déjà. Et puis, je me suis dit qu'elle avait sa place sur cet album. C'est une manière aussi, même si elles sont très connues évidemment, mais c'est une manière de les pousser un peu plus dans le temps, de les faire durer un peu plus. De les faire durer, de créer une continuité entre ce qui a été et ce qui est aujourd'hui. C'est-à-dire que l'esprit de cet album, c'est un côté peut-être un petit peu old school, sans pour autant être dans quelque chose de daté. Je voulais vraiment quelque chose qui appartienne à ce qui a été, mais qui soit assez classieux et assez élégant dans la présentation. Donc voilà, on est très loin du cheap et je voulais vraiment que ce soit dans ce sens. L'exercice était là aussi de ne pas tomber dans quelque chose de trop daté. Donc c'était vraiment un grand défi. Marie-Jo, excusez-moi. Donc l'idée n'était pas de moderniser, c'était de faire plutôt perdurer... L'idée était de faire perdurer ces chansons et de créer un lien entre les anciens interprètes et moi. C'est-à-dire qu'il y ait une continuité entre ces artistes. Vous êtes autorisé quand même des touches personnelles? Bien évidemment, mais on a essayé, par exemple sur Opium, on s'est assez éloigné de la version originale et originelle, mais dans l'ensemble, je dirais qu'on est resté sur quelque chose d'assez fidèle, tout en ayant des choses assez particulières dans l'interprétation, notamment ma manière de chanter. Oui, voilà, après c'est... Voilà, vous le dites, vous les réinterprétez, vous les avez réorchestrés aussi. Oui. Comment fait-on pour s'approprier ces standards sans les dénaturer? C'est une bonne question. C'est un exercice d'équilibriste. C'est un exercice d'équilibriste. J'ai été dans la réalisation de cet album aidé par Jérémy Vullamier, à qui j'ai confié la direction artistique. C'est un jeune musicien de 20 ans qui a de suite compris où je voulais aller malgré son jeune âge. Il a saisi exactement ce que je voulais mettre en avant dans cet album.
Et je lui ai confié la direction artistique. Et en fait, son travail plus mon interprétation ont permis d'avoir le résultat que vous avez pu écouter. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de nous avoir suivis. Pendant le 20h, ça continue sur France 3 Corse via Style en replay. Marcel, bisous. Bisous, à bientôt.